Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Vial. Il vient nous présenter Mentaliste. C'est la première partie sur ce sujet. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte pose la question « Sommes-nous tous des menteurs? » Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa chronique « Le bonheur des uns fait-il le bonheur des autres? » Bienvenue à Folie douce. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce. C'est avec plaisir que je reçois mon invité Stéphane Vial. Bonjour Stéphane, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes fondateur de Mentaliste, dont on va parler dans le courant de cette entrevue. Vous êtes professeur titulaire à l'École de design à l'Université du Québec à Montréal et chercheur aussi en santé mentale. J'aimerais qu'on puisse placer un peu comment est arrivé le cheminement pour pouvoir fonder Mentaliste. Oui, c'est une longue histoire, comme souvent dans l'innovation et ce genre de projet de grande envergure. Mais moi, ça vient de mon parcours interdisciplinaire. J'ai commencé ma carrière comme professeur de philosophie cégep, même si c'était en France, ça s'appelait autrement. Puis j'ai aussi fait des études de psychologie clinique. J'ai eu le titre de psychologue en France, mais j'ai peu exercé, un petit peu quand même. Puis ça, c'est mes disciplines de départ, de fondation identitaire. Puis c'est plus tard que je me suis retrouvé dans d'autres domaines. Un petit peu plus tard, je me suis retrouvé professeur de philosophie en école de design. Donc, j'accompagnais des designers dans leur cheminement conceptuel, leur réflexion autour d'un projet de conception. Ça m'a beaucoup allumé, parce que je suis fils de menuisier, puis je voulais être architecte quand j'étais enfant. Puis, finalement, j'ai commencé à bifurquer tout doucement. Puis, je suis devenu plus tard professeur de design. Parce qu'en parallèle, je me suis formé au web, au numérique, il y a une vingtaine d'années par passion avec tout ce qui se passait. Puis il se passe encore beaucoup de choses aujourd'hui avec le numérique. Ça évolue constamment. Hein? Absolument. Et donc, j'ai développé petit à petit une spécialité un peu rare qui combinait philosophie et design, puis design et numérique, tout ça ensemble. Puis quand je suis arrivé au Québec, à la fin de l'année 2018, je venais prendre mon poste de professeur au 1er janvier 2019 à l'UQAM. Là, j'ai eu l'opportunité de redéfinir un peu ma recherche, parce que j'étais déjà professeur à l'université en design en France. Et c'est là que j'ai eu l'idée de, grâce à ce parcours, en fait, interdisciplinaire, qui m'a amené à avoir des connexions entre des domaines habituellement déconnectés entre eux, du fait que moi, je sautais d'un domaine à l'autre dans mon cheminement, puis j'avais pas prévu de faire ça au départ. Là, j'ai vu des connexions, puis là, j'ai vu qu'il y avait tout un domaine qui se développait sur le numérique en santé mentale. Puis là, ça m'a réveillé toute ma fibre psycho, tout le temps que le parcours que j'avais fait dans ce domaine. Puis là, j'ai vu qu'il y avait tout un champ nouveau qui se développait, la santé mentale numérique, des outils numériques pour la santé mentale, mais j'ai été surpris de constater que c'était abordé essentiellement, voire quasi exclusivement sous l'angle du génie, de l'ingénierie. Puis j'ai pas de problème avec ça, c'est fondamental et nécessaire, mais c'est pas suffisant. Parce que lorsque l'on veut connecter la technologie, qui est quand même un pôle froid, là, pour reprendre une métaphore d'une anthropologue qui s'appelle Anne-Marie Paul, oui, c'est que la technologie, c'est le pôle froid, puis l'humain, c'est le pôle chaud. Puis comment on fait se rencontrer ces deux pôles? C'est là où le design vient comme le trait d'union entre les deux. Discipline créative, centrée sur les usages vécus, la sensibilité perceptive des choses. Et donc, j'ai eu l'idée de développer ce champ de recherche, le design pour la santé mentale numérique, où ça combine un peu tout ça. Faut que ça soit attirant, pour qu'on adhère à une technologie. Il faut que ce soit attirant, il faut que ça fasse du sens pour l'usager, il faut concevoir depuis la perspective de l'utilisateur final. Il faut un petit peu abandonner la démarche top-down, experte, c'est de la tech, c'est de la technologie, on va mettre des experts là-dessus, puis ils vont concevoir quelque chose que les gens vont devoir apprendre à s'en servir. Là, non, l'approche est à l'inverse de cela. Donc, ce qu'on a fait au sein de ma chaire de recherche, la chaire Diamant à l'UQAM, c'est du co-design, beaucoup, énormément. C'est-à-dire, on met autour de la table des personnes qui ont un vécu en santé mentale, des pères aidants, qui, finalement, c'est la même chose. Ce sont des personnes ayant un vécu en santé mentale, mais qui sont devenus un peu mentors. Ils savent de quoi ils parlent. Exact, ils sont plus certifiés, crédibles. ils ont fait une formation dans la relation d'aide. Des professionnels de la santé, de première ligne, infirmières, infirmiers, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, etc.
Et aussi des psychologues, des psychiatres, un peu plus difficiles d'accès aussi, y compris pour des travaux comme ça, mais quand même, on en a eu un certain nombre. Puis, on a fait comme ça des séries d'ateliers de co-design où nous préparions des choses à montrer, des hypothèses. Et notre sujet de départ, avant même la pandémie qui a mis ce sujet en lumière, c'était l'accès aux soins de santé mentale. Il y avait déjà toute une littérature qui soulignait la difficulté de l'accès aux soins en santé mentale. Puis moi, pour toutes sortes de raisons, à la fois mon parcours en psychologie puis d'autres choses, je voyais vraiment là un problème de société intéressant à travailler. Puis personne ne le travaillait par le design d'une certaine manière. C'est vrai que le co-design peut faire référence à d'autres approches de co-construction ou participative qui, elles, n'étaient pas non plus inexistantes. Mais le co-design tel que nous on l'aborde, il est ancré en design. Hein? Je suis professeur à l'école de design, donc on fait du co-design ancré dans les méthodes créatives du design. C'est très différent. Il est comme à l'avant-plan. Dans le fond, souvent, on pense au design à la fin. On se dit, on a fait la bébelle, on a organisé la fonctionnalité. Maintenant, ça a l'air de quoi? Alors que vous l'intégrez beaucoup plus. Oui, parce que c'est l'éternel problème qu'a le design pour se faire comprendre du grand public ou des non-spécialistes. C'est qu'il y a encore l'idée dans l'imaginaire social que le design, c'est la petite couche d'esthétique finale à quelque chose. Ouais. Alors que c'est fondamentalement bien plus que ça, c'est comment les choses fonctionnent, c'est pas seulement ce dont elles ont l'air, à quoi elles ressemblent, c'est pas qu'une affaire d'esthétique, etc. C'est tout ce qui a été amené dans les courants du design autour de la pensée centrée sur l'utilisateur. Qu'est-ce que vit l'utilisateur? Maintenant, on dit l'humain, la personne. Hein. Voilà. Donc, le co-design, ça permet d'amener des méthodes créatives et sensibles, prototypage, maquettage concret, des fois sur du papier. On fait une maquette de ce que pourrait être une appli mobile très, très vite en la griffonnant. On peut et comme ça, à plusieurs autour, on la modifie. Ah oui, mais non, ça, on verrait pas une appli qui nous parlerait de cette manière. Non, on verrait pas telle fonctionnalité. Ah oui, ça serait utile. Puis, on met toutes ces personnes autour de la table en nombre égal. On fait pas, nous... mettons 8 professionnels de santé, puis un représentant des patients ou des usagers des services. Non, on les met à égalité. Non, mais mettons 10 personnes qui ont un vécu en santé mentale, côté patient, entre guillemets, là, même si le terme est un peu médical, puis 10 personnes côté professionnels de santé. Et puis, des fois, on les prend à part. On a fait des ateliers avec uniquement les personnes qui avaient un vécu direct en santé mentale, d'autres ateliers uniquement avec les professionnels de la santé, pour entendre aussi les enjeux de chaque point de vue. On en a fait d'autres où ils étaient ensemble. Et puis, à l'issue de tout cela, on a dû faire une analyse et puis prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on va retenir de tout cela pour orienter la conception. Donc, à aucun moment, nous, on est parti avec une idée toute faite de ce que serait cette plateforme Mentalis qui, au départ, se voulait être une application mobile parce que les applis mobiles, les téléphones cellulaires, on en a tous un dans la poche. Donc, moi, je me suis dit... Ça, c'était une idée, j'avoue, qui venait de mes premières intuitions, mais qui a été améliorée par tout ça. Je me suis dit, mais l'accès aux soins, la porte d'entrée, mais la porte d'entrée, elle est dans ma poche. Tout le monde a un cellulaire dans sa poche. On peut créer des portes d'entrée dans la poche des gens. Et donc, il a fallu travailler cette idée, et puis le co-design a permis de le faire. Et donc, c'est toute cette combinaison interdisciplinaire de méthodes et de connaissances et de savoir-faire qui ont amené Mentalis à se développer ici au Québec sous la forme qu'il a pris. Est-ce que ça a été facile ou difficile à faire comprendre? Parce qu'on a l'impression, à premier abord, on se dit, design, santé mentale, technologie, tu sais, on n'a pas l'impression que ça va ensemble, mais comme vous nous en parlez, on comprend que ça va ensemble. Mais en fait, ça va ensemble dans plein de domaines qui fonctionnent déjà très bien grâce au fait que ça va ensemble. Si vous regardez les réseaux sociaux ou d'autres grandes plateformes qui ont un succès mondial, que ce soit dans la musique ou dans n'importe quoi d'autre, pourquoi ça marche? Parce que d'abord, ça répond à des besoins. Hein? Sinon, ça ne marcherait pas. On peut avoir la meilleure conception du monde qui ne sert à rien, qui répond à aucun besoin. Les gens ne vont pas s'en servir. Mais aussi, après, il faut que ce soit très, très, très bien conçu. Si les réseaux sociaux étaient mal designés ou mal faits, on ne les utiliserait pas autant, par exemple. Donc oui, ils viennent chercher un besoin chez nous, justement le besoin social, le besoin d'être mis en relation. Mais tous les géants de la tech, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ils mettent le design au cœur de leurs opérations pour créer des expériences utilisateurs attrayantes, engageantes, très faciles à utiliser, très très loin des approches de conception du génie logiciel à l'ancienne, dont il reste encore tellement de traces dans tous les systèmes logiciels, y compris du réseau de la santé, hélas. Et donc, c'est ça, c'est l'idée. Pourquoi la santé mentale,
n'aurait pas le droit à la même qualité de design que le reste? Pourquoi on a des bracelets, des applis pour la santé physique, la marche, le sommeil, compter nos pas par jour, puis on n'a pas, ou toujours pas, ou pas encore assez, des applis pour la santé mentale de même niveau? Alors, on pourrait toujours aussi arguer que c'est le financement, c'est pas assez financé, mais c'est pas seulement ça, c'est une question de culture, de vision. Il est temps d'amener toutes ces méthodes-là en santé mentale. Puis fort heureusement, il y a des startups aussi qui le font par la voie d'approches plus commerciales, des abonnements à la méditation, à d'autres choses, ou les PAE, les plans d'aide aux employés. Il y a de plus en plus de services orientés santé mentale qui arrivent par ce biais, mais il y a encore tellement à faire. Et il faut innover, en fait, c'est un peu ça. Puis il faut amener, comme vous dites, la santé mentale, souvent c'est un peu le parent pauvre, souvent, de la santé. Parce que peut-être c'est tabou, peut-être que les gens ont peur de ça, puis les gens font un pas derrière. On en parlait avant d'entrer en ondes, tu sais, les gens, la santé mentale, ça reste encore, c'est un combat pour démystifier, pour faire connaître, pour donner les bonnes pratiques. Donc, c'est votre défi aussi, là. Oui, puis on parle de design ici, d'interface, interactive, numérique, mais en fait, on peut aborder ça sous toutes sortes d'autres angles touchant le design. L'architecture, par exemple, l'architecture intérieure. Il y a encore quelques mois, on voyait dans la presse ici, dans les médias, des reportages sur la vétusté de certains établissements de santé, les chambres d'hospitalisation, les pâtures qui décrépissent au mur, des baignoires dans lesquelles on n'oserait pas se prendre une douche. Est-ce qu'on oserait mettre des patients atteints d'un cancer dans de telles chambres? Si on le faisait, ce serait un scandale immédiat dans les médias. Mais pour la santé mentale, on le fait. Là, c'est pareil. Alors, il y a des enjeux sans doute complexes, multifactoriels, des budgets de réhabilitation ou de modernisation des bâtiments, toutes sortes de choses. Oui, mais à un moment donné, il faut prendre aussi des décisions. Et donc, c'est quand, moi je dis toujours, c'est quand la dernière fois qu'on a construit un hôpital psychiatrique tout neuf? On peut citer d'autres hôpitaux qui ont été construits tout neufs, compris pas très loin d'ici, à Montréal et ailleurs. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois qu'on a construit un hôpital psychiatrique tout neuf? Qui serait beau, clair, un musée, oui, puis j'adore les musées, bravo. Un hôpital complet de santé, oui, très bien. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a construit un établissement de santé mentale neuf, avec des logements neufs, adaptés à la vision de la vie aujourd'hui, à la compréhension qu'on a aujourd'hui des enjeux de santé mentale. Donc, c'est pas seulement faire des belles interfaces dans le numérique, c'est l'ensemble des environnements physiques, architecturaux, graphiques, interactifs qui accompagnent les gens. Et je dis souvent, je viens de déposer avec des collègues une demande de subvention qui s'appelle « Le beau et le soin ». Et dans cette demande de subvention, ce que l'on fait valoir en s'appuyant justement sur l'architecture, le design graphique ou le design interactif et numérique, c'est que le beau, mais là je réduis le design au beau qui est contraire à ce que je veux dire dans le fond, mais bon, on me comprendra. C'est comme une métonymie, mais c'est le beau et puis c'est déjà une manière de prendre soin. Quand vous amenez des gens qui vivent des instants très difficiles, très vulnérables, puis vous les mettez dans un lieu horrible, mal entretenu, on n'a pas envie d'aller dormir là ou de prendre une douche ici, déjà ils se sentent déconsidérés. Effectivement. C'est déjà presque tout, ça passe extrêmement, c'est très intéressant, puis je pense que ce serait intéressant de vous réinviter éventuellement pour voir le suivi sur Mentalisme, mais si on veut en savoir plus sur Mentalisme, sur un peu toute cette question, qu'est-ce qu'on cherche sur le web? On peut déjà aller sur notre site web officiel, news.mentalisme.com, sur lequel on va retrouver l'information complète de ce que nous sommes, ce que nous faisons, comment nous le faisons, nos communiqués. Puis, sur LinkedIn, on a une page où là, on va publier encore un peu plus souvent du contenu de mise à jour pour expliquer notre approche, pour présenter ce qu'on fait, notre philosophie, notre manière de le faire. Puis, c'est une plateforme numérique, Mentalisme, qui est là pour faciliter les parcours de soins. MENTA2LYS. Exact. Merci beaucoup, Stéphane Vial. On aura l'occasion de vous réinviter. C'était très intéressant et c'est très encourageant. Merci pour votre passage à l'émission. Merci. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, on se pose une question. Sommes-nous tous des menteurs? Oui. Dans le fond. C'est moi qui rajoute dans le fond. Oui, parce que paraît-il qu'on a... chaque personne ment à quelques reprises pendant une journée. C'est au moins une dizaine de fois. Mais c'est pas des gros mensonges. Non, c'est ça. Des fois, c'est des mensonges blancs. Oui. Pour pas blesser quelque chose, quelqu'un. Exactement, c'est ça.
Des fois même, il y en a qui vont dire qu'on est obligé de mentir un certain nombre de fois, justement, comme tu dis, pour ne pas blesser, etc. Ouais. Ou des fois, auprès des enfants, c'est la même chose. On ne veut pas leur dire... On leur dit un mensonge parce que sinon, on sait que ça ne marchera pas. Là. Oui. Alors... j'ai d'abord dans un premier article, un court article que j'ai pris sur Internet, sur le site psychologie.com, ça s'appelle tout simplement « Tous menteurs » avec un point d'interrogation. Alors, on nous dit, c'est écrit par une dame, disons, de Christilla Pellet-Douel. C'est un mensonge ou c'est vrai, Pierre? C'est son vrai nom? Elle est journaliste, semble-t-il, en tout cas, au site Psychologie Magazine. Et cette dame Pellet-Douel nous dit il y a 2 pathologies dans lesquelles les gens ne savent pas mentir. Premièrement, la paranoïa. Les personnes ne supportent pas que ne soit pas proférée l'exacte vérité. Et deuxièmement, certains troubles obsessionnels. Par exemple, les patients ne peuvent pas entendre l'exacte vérité. Cela les plonge dans d'importants troubles anxieux, nous dit le psychiatre Patrick Clairvoy. En ce qui nous concerne tous, le mensonge est un fluidifiant social. Je ne connaissais pas l'expression. Ouais, belle expression. Oui, et on nous dit que sans lui, pas de vie politique ou diplomatique, etc. Mentir, c'est aussi avoir la capacité de garder cachée une partie de son intimité. Nous avons tous besoin des petits mensonges de tous les jours pour une vie équilibrée. Seuls les petits-enfants disent ce qu'ils pensent. À 3 ans, dire « Elle est pas belle, la madame », c'est drôle. À 40 ans, c'est odieux et inimaginable. Oui, effectivement. Maintenant, dans un autre article que j'ai pris sur Internet, et c'est pas une menterie, ça c'est la vérité, ouais. Alors c'est un article qui s'appelle « Pourquoi sommes-nous tous des menteurs ?» J'ai pris ça sur le site Bayard Jeunesse, et c'est tiré d'un article qui s'appelle « Tous mythos », qui lui-même est extrait du magazine Phosphore. Les textes sont d'une dame du nom de Cassia de la Balina, qui est journaliste. C'est des bons noms quand même. Tu as de la bonne diction à faire aujourd'hui. Oui. Beaucoup d'articulation à faire. Oui, alors on nous dit mentir ou ne pas mentir. Telle est l'insoutenable question que votre ado s'est sans doute déjà posée avant d'y répondre, et positivement même. Tout comme ses copains ou vous, ses parents. Et oui, en moyenne, tout le monde ment au moins 2 fois par jour, on nous dit dans cet article. Je pensais que c'était plus. Pas si mal. Alors, on nous dit parfois pour le pire, et mieux vaut en parler, mais aussi souvent pour le meilleur, car le mensonge est indispensable à la vie en société. Reste à user du mensonge avec modération et à interroger ses motivations. Imagine l'ambiance si tu balançais à ta tante Micheline que son cadeau de Noël, un poncho bariolé 100% poil de chameau, va finir illico dans le panier de ton labrador. Ou encore, si tu avouais à ton prof de maths que son cours est aussi clair que l'eau de ton bain après un pas dans la boue. Ou enfin, si tu conseillais à ton ami d'abandonner ses rêves de gloire après avoir entendu son cover très gênant de Balance ton quoi de Angèle. Bref, toute vérité n'est pas bonne à dire, sauf à souhaiter la bagarre. Elle reste à user du mensonge avec modération et d'interroger tes motivations, histoire au moins de ne pas te mentir à toi-même. Oui, c'est une autre situation aussi, se mentir à soi-même. C'est ça, fait que, ouais. Ouais. Alors, tout d'abord, regardons le mensonge égoïste. Alors, comme exemple, regardons le mensonge de Simon qui a 15 ans. Il a dit, pour être sélectionné lors d'un match de foot important avec mes potes, je n'ai pas dit que je m'étais blessé et que j'avais la cheville en compote. Je ne regrette pas même si j'ai eu hyper mal. Courir et taper le ballon dans ton état, c'était t'exposer à une blessure plus grave, nous dit l'auteur de l'article, et te voir ainsi privé de foot pendant de longs mois. Mais tu as choisi de courir le risque motivé par la récompense, soit être sélectionné, peut-être au détriment d'un camarade en pleine possession de ses moyens. C'est un mensonge que l'on qualifie d'égoïste, c'est-à-dire qu'il apporte quelque chose à celui qui ment. On l'émet soit pour obtenir un avantage, soit pour donner une bonne image de soi, soit pour éviter une punition, nous dit Mme Claudine Bilan, qui est docteure en psychologie. En fait, il s'agissait clairement pour toi de gagner ta place dans l'équipe. Tu pourrais avancer que tu n'as pas menti, t'étant contenté de te taire.
Objection rejetée. Un mensonge par omission reste un mensonge, selon la définition de la spécialiste. D'ailleurs, on le dit en cours quand on se présente pour témoigner. Pour témoigner, oui. Oh, oui, absolument. Oui. Quand on sait quelle est la vérité quant à un fait qui s'est déroulé, à une opinion qui n'est pas la nôtre ou à une émotion que l'on ne ressent pas et que l'on choisit de l'ignorer ou d'affirmer sciemment le contraire, on ment, juge-t-elle. Mais la sentence sera clémente. Ton mensonge, même s'il aurait pu avoir de fâcheuses conséquences, reste relativement anodin. Certains le sont moins. Autre exemple, le mensonge valorisant. Exemple, le mensonge de Chiara, qui a 20 ans. Elle nous dit « Ma pote et moi sommes hyper fans du chanteur Orelsan, mais elle n'a pas pu m'accompagner à son concert. Je lui ai raconté que j'avais pu lui parler quelques minutes dans sa loge grâce à ma marraine qui est journaliste et qui m'a offert un portrait dédicacé. Elle a eu un peu de mal à me croire, mais grâce à la photo, elle a été convaincue. » On s'est tous, une fois ou l'autre, rêvé plus intelligent, plus beau, plus sportif, plus riche. Pas étonnant, donc, qu'Angelivier, la réalité pour se valoriser, représente une tentation irrésistible. Mais je vais m'arrêter ici. Oui, on va poursuivre plus tard à l'émission, dans l'Espresso allongé, le même sujet, Pierre. À venir dans cet épisode de Folie douce, notre chroniqueuse Catherine Stassin nous livre sa chronique « Le bonheur des uns fait-il le bonheur des autres ?» À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec sa question « Sommes-nous tous des menteurs ?» Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs. C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Aujourd'hui, ta chronique « Quand le bonheur des uns fait aussi le bonheur des autres ». On partage notre bonheur. Oui, ben, est-ce que vraiment on est content du bonheur des autres? C'est aussi la question. Est-ce qu'on est vraiment content? C'est ça? Ou c'est juste une façade? Ben, si tu as répondu oui, si on dit oui, ben, c'est vraiment que vous arrivez à faire preuve de compersion. C'est-à-dire qu'on peut... répéter le terme. Oui, compersion. Compersion. C'est ça, ça peut valoir un certain nombre de points au Scrabble, mais, ça, c'est oui, peu connu. Je ne sais pas s'il est déjà accepté. Oui, je ne sais pas s'il est accepté. Mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, et on remarque évidemment que c'est un mot assez récent, c'est un mot qui apparaît avec la psychologie positive et le développement de publications scientifiques de la psychologie positive. Ça se répand de plus en plus et c'est surtout... Ça apparaît surtout avec l'évolution, tout simplement, des relations humaines. Et je dirais que le bonheur des uns, quand ce sont nos proches, genre nos enfants, c'est plus facile que ça fasse notre bonheur que le bonheur de gens plus loin de nous, des étrangers, des voisins, des gens... C'est plus facile, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut voir qu'en fait, c'est un processus un peu plus compliqué et c'est... Les proches, c'est plus facile pour se réjouir. Les proches qu'on aime, oui, disons. C'est plus facile de se réjouir pour eux puis d'être heureux en même temps. Voilà, on va voir ça par des exemples aussi. Mais on va d'abord un petit peu se dire, oui, mais dans le fond, d'où il sort ce mot et comme je viens de dire, c'est parce que les relations humaines évoluent et que maintenant, on ose être un peu plus assertif et que c'est un peu moins œil pour œil, dent pour dent et qu'on se dit « Ah ben, il est heureux, je suis heureux pour lui ». Et qu'en faisant ça, on sent que ça nous bénéficie. C'est surtout ça. Donc, c'est apparu, comme j'ai dit, et ça a toujours existé. Mais là, maintenant, on le documente et on dit « Mais c'est quelque chose de positif d'être heureux pour quelqu'un ». Et ce sentiment...
est-ce qu'il est vraiment authentique? Alors, on va voir ça, si on est vraiment capable de faire preuve de compersion ou si on le fait pour faire juste bonne figure. « Oh, mais je suis ravie de ta promotion. » Mais si c'est un collègue qu'on aime plus ou moins, c'est plus difficile. Si c'est un collègue qu'on trouve super, c'est très facile. Comme tu dis, c'est un proche. Oui. Voilà. On se réjouit souvent des succès de je sais pas, nos enfants, nos parents, peu importe, là, des gens très proches, là, dans la mesure où on s'aime, là, où il n'y a pas de conflit. Là. Oui. Effectivement. Mais ce qu'on va voir, c'est que ça dépend surtout de la manière dont nous-mêmes on va. Ouais. Comment on se porte. Peut-être que quand on se sent bien nous-mêmes, on est plus porté à... Tu sais, si on est malheureux, on se dit, mais intérieurement, on se dit peut-être comment ça se fait que je ne suis pas aussi heureux que cette personne-là. Voilà. C'est là que ça commence à être... Si on est déprimé, anxieux, stressé, ouais. Ça va être très compliqué de se réjouir, même pour un proche. Oui, c'est ça. Ça va être très difficile parce qu'on est dans un état émotionnel tel que notre estime de nous-mêmes est au fond, est en dessous du tapis, on va dire même, très bas. Et que donc cette situation de bonheur, ou en tout cas de réussite, nous confronte très fort. Et là, en effet, on se dit, ah, mais pourquoi eux et pas moi? Ou même peut-être pas pourquoi eux et pas moi, mais on n'arrive même pas à se réjouir, même si on ne le veut pas pour nous-mêmes. Des fois, c'est même pas peut-être conscient tant que ça, c'est juste comme inconscient. Là. Oui, tout à fait. C'est très possible qu'on n'arrive pas, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, on est dans une période de notre vie où on en bave tellement qu'en fait, on se construit rationnellement une réflexion pour dire « oui, mais non, il ne mérite vraiment pas ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. » Alors que dans le fond, on pourrait se dire on peut juste se réjouir pour la personne, c'est tout. On peut arrêter d'être peut-être aussi un peu jaloux, mais la compersion, ça doit être quelque chose de vraiment sincère. Et ça ressemble à la compassion. Ça peut pas être quelque chose de social. Ouais. Oui. Ça ressemble à compassion, mais c'est compersion, mais on pourrait avoir de la compassion pour le dire. Voilà. Et c'est pas compression non plus. Et c'est pas compression non plus. C'est compersion. Compersion, tu sais. C'est pas terrible comme mot. Moi, en tout cas, je l'aime pas trop, non, mais c'est un mot qui existe scientifiquement. C'est ce que ça veut dire, en fait. Ben, on peut se dire, tiens, se réjouir du bonheur des autres, quelque chose d'un terme plus joli comme ça. Oui, c'est déjà plus positif et plus joyeux, là, ouais. Voilà. Alors, on va prendre des petits exemples et tu pourras m'en donner peut-être. Alors, évidemment, on ne doit pas oublier qu'on n'est pas des saints quand même. Hein? Et là, on n'oublie pas ça tant quand qu'il y même. a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit. C'est ça. Les humains sont voilà. comme ils sont. Bon, comme je disais, l'exemple du collègue sympa, ça va être facile de se réjouir pour lui. Ouais. Un ami d'enfance qui a un nouvel amoureux, qui a une promo, on est content aussi. Le traiteur du quartier qui a obtenu le prix du meilleur pâté chinois, on est content si on aime bien notre traiteur. Si nous-mêmes, on n'est pas traiteur et qu'on a des difficultés, peut-être, on voit un petit peu ici... S'il a des bons prix, on peut l'encourager. C'est ça, c'est vrai que s'il est hors de prix, on se dit, oui, mais c'est facile de faire le meilleur pâté chinois. C'est ça. Si, dans le fond, pas beaucoup de gens peuvent se le permettre. Et puis c'est ça, et puis qu'il y a 3 personnes qui rentrent dans la boutique. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de manières de se réjouir ou de ne pas se réjouir pour quelqu'un. Ouais. Donc... on peut même dire, et ça je disais en répétant, on n'est pas des saints. Quelquefois, l'échec de quelqu'un, on peut se réjouir un petit peu. Oui. Je ne dis pas qu'on doit. Oui, ça arrive. On va un petit peu faire... Quelqu'un qui se pète la gueule comme il faut, comme on dit. Voilà. Celle-là, ça se peut. Ou celui-là, il n'a que ce qu'il mérite. Mais spécialement quand quelqu'un n'est pas tout à fait... joli, mais... oui, c'est sûr. Voilà, et spécialement si c'est un collègue antipathique. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Tout le monde en a eu. tout le monde en a eu de ça. Ou même un membre de la famille avec qui on ne s'entend pas. Ouais. Et on se dit là, tiens, il va peut-être comprendre enfin ce que... Au lieu tout simplement de dire, dans le fond, c'est pas drôle ce qui lui arrive, je pourrais peut-être juste dire, je suis désolée, mais est-ce qu'on va faire une action purement sociale et pas sincère? La compersion... on s'entend bien, c'est sincère. Donc là, il faudra voir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait du social et qu'on veut faire être simplement courtois avec ce membre de la famille ou le collègue antipathique, mais on fera du social en entreprise pour pas avoir de problème, peut-être aussi. Ouais. Mais souvent, on ne se réjouit pas d'un échec parce qu'on est méchant. C'est juste parce que, comme tu le disais, parce qu'on en a bavé. On a l'impression que la personne le mérite, entre guillemets. Aussi. Tu sais, il y a des gens comme ça que tu te dis, mais
C'est pour ça que je pense que les gens ne sont pas méchants de base. Hein. Non, je pense pas, mais des fois, quand même, qu'on doit se regarder dans le miroir après, c'est pas joli. Non, c'est ça, c'est pas chic, comme on dit. Hein. C'est ça. Non. Mais bon, on est fait comme ça, il n'y a rien à faire, on réagit et on n'est pas parfait. Et donc, il faut bien se dire que ça arrive à tout le monde, ce genre de choses, donc il ne faut pas s'en faire non plus. Non, c'est sûr. Ça va. Et on vit aussi une période... où, à nouveau, les réseaux sociaux nous font vivre des événements de manière difficile, où c'est pas top pour que notre estime de soi soit au plus haut. Vraiment, on voit des choses qui peuvent peut-être nous rendre jaloux, ou nous faire envie, ou montrent que de la réussite. C'est plus rare de voir des gens en échec. Parce que c'est très faux, là. Si on comprend ça, on sait déjà qu'on montre toujours le mieux, puis la plupart des gens ont une photo 10 ans plus jeune de ce qu'ils sont en réalité. Oui, quand on comprend ça dans les réseaux sociaux, déjà, c'est... Heureusement, il y a des humoristes qui jouent là-dessus et qui imitent ces gens-là et qui vont l'imiter de manière satirique et renforcer le vieillissement, par exemple, etc. Et c'est assez drôle. Donc, on voit bien que, dans le fond, on a raison de ne pas trop s'inquiéter, de trouver ces réseaux sociaux, ces publications un peu ridicules parce que c'est des gens qui, soi-disant, ont une vie parfaite, mais qui ont en fait retranché 95% peut-être de l'affichage de ce qu'ils mettent. Donc, ils mettent que ce qui est vendeur, en fait. En même temps, c'est un peu normal. C'est un peu comme quand on montre nos photos, on montre les meilleures photos. Même avant que les réseaux sociaux existaient, quand on montrait nos photos de voyage, tu montres les meilleures. Tu ne montres pas la photo de la canne à pêche que tu as pris tout croche. Tu vas montrer C'était pas à la mode à cette époque-là. Non, mais maintenant, il y a un côté où, et je trouve aussi, surtout en maladie mentale, où les gens, certaines personnes, des gens très courageux, s'affichent et disent, ben voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je souffre de telle maladie, et voilà, faire telle tâche le matin, c'est pas facile pour moi. Et ils vont un petit peu ridiculiser une star connue qui a mis un post, et ils vont dire, ben non, moi j'y arrive pas, mais c'est pas grave, là, c'est parce que moi j'ai un petit problème, et je continue ma vie quand même. Ouais. Donc je trouve ça assez bien de relativiser les réseaux sociaux qui nous facilitent pas la vie, hein. Non, faut en prendre et en laisser, tu sais. Déjà, si on comprend ça, je pense qu'on est capable de regarder le bon de ça, on peut le prendre. Oui. Ce qui est moins bon, ben... Oui, on va limiter l'humiliation, on va vraiment prendre ce qu'on peut prendre de bon. Parce qu'on est adulte, nous, c'est plus facile aussi. Je pense que ce qui est très difficile, c'est pour les gens beaucoup plus jeunes. S'ils ne sont pas assez construits, je trouve ça très destructeur s'ils n'ont pas assez de soutien. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et il y a quelque chose de très intéressant aussi dans cette fameuse compersion. C'est que les chercheurs se rendu compte que plus on avançait dans l'âge, plus on se réjouissait du bonheur des autres. Même des gens qu'on aime un peu moins. La sagesse en bas. Je ne sais pas si c'est la sagesse, mais il y a moins de jalousie. Et ça, ils expliquent simplement en se disant qu'en fait, au début de la vie, on a plus d'attentes, on veut atteindre vite ce qu'on s'est fixé comme objectif, que ce soit financier, professionnel, émotionnel, le mariage parfait, la cérémonie de mariage parfait, etc., qu'on met en ligne. Et en vieillissant, on se dit, mais dans le fond, mon objectif, c'est juste d'être heureux aujourd'hui, ou peut-être même cette semaine, ou peut-être c'est qu'au bout de 6 mois, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais professionnellement et que je sois satisfait. Et que j'ai moins d'attentes aussi, par exemple, envers mes enfants, mais du coup, je leur mets moins de pression. Mes enfants, je les laisse vivre. Ouais. Je vois d'autres côtés positifs. Et puis, je dis, eh bien, le traiteur qui réussit le meilleur pâté chinois, mais tant mieux pour lui, dans le fond. Même si moi, j'en fais aussi et que j'arrive moins à les vendre. Mais tant mieux pour lui, je vais peut-être m'inspirer de ce qu'il a fait comme recette et tourner ça en quelque chose de meilleur pour mon pâté chinois. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'avec la vie, on progresse dans ce cheminement. Fait qu'on réalise aussi qu'à la fin, c'est des souvenirs de nous qu'on va laisser. T'sais. Puis on se dit peut-être, est-ce qu'on veut laisser, quand on ne sera plus là, des souvenirs qui vont être négatifs, ou si on veut au moins qu'il y ait un peu d'amour. Oui, mon Dieu. Oh, mon Dieu, je ne veux pas trop penser à ça. Non, mais c'est peut-être pour ça que les gens vieillissants... c'est stressant. Ça vaudrait peut-être la peine d'être un petit peu gentil. Oui, je vais juste être gentil pour pour la nécrologie. Oui, c'est ça. Mais bon,
si ça motive quelqu'un, tant mieux. Hein. Ouais. Mais donc, allez, ce qu'on peut conclure ici, c'est que ne négligeons pas ce qui est bien. Essayons de nous réjouir de ça. Ça fait un petit peu discours de curé ou de bonne sœur. Mais ça peut ne pas être religieux de se dire, mais allez, moi, tout ce qui est bien aujourd'hui, je le prends. Même si c'est le collègue que j'aime pas, même si c'est le motard qui vient de passer à côté de moi, qui a fait un raffut de dingue, mais qui, je vois au feu après, juste échappe à une amende ou juste laisse passer quelqu'un. Je dis, ah bah tiens, c'est chouette, c'est quelqu'un de bien quand même, etc. Donc, prendre ce qu'il y a de bien et se dire que être content du bonheur des autres, être content que la vie aille bien pour les autres, ça peut nous aussi nous encourager et orienter notre vie de manière plus positive, si on voit ça un petit peu de manière idéaliste. Oui, donc la compersion, C-O-M-P-E-R-S-C-O-N, la compersion, c'est ça, quand le bonheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Merci, Catherine. On aura des références, comme d'habitude, sur notre site antenne.qc.ca, sous ta chronique, donc sur la compersion. Merci, à la prochaine. Merci, Yvon. Au revoir. Au revoir. Ici Grégoire de l'association 5 Amis. Vous écoutez actuellement l'émission Folie douce. C'est maintenant la suite de l'Espresso allongé. Donc, le sujet « Sommes-nous tous des menteurs » ou la question dont tu essaies de nous informer, Pierre. Oui. Alors, c'est sur un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Pourquoi sommes-nous tous des menteurs ?» C'est sur le site Bayard Jeunesse et c'est un article écrit par Mme Katia de la Ballina, qui est journaliste. Et celle-ci fonctionne avec des exemples. Et j'étais en train tantôt de parler du mensonge valorisant. Et je vous parlais d'une jeune fille de 20 ans qui se prénomme Chiara et qui a menti à son amie en lui disant qu'elle était allée à un concert du chanteur Orelsan et qu'elle aurait rencontré le chanteur dans sa loge pour le temps d'une photo. Alors, Madame de la Ballina nous dit que il n'est pas étonnant qu'en Jolivet, la réalité pour se valoriser représente une tentation irrésistible. Et ici, Chiara y a cédé en vendant à sa copine une rencontre imaginaire avec votre idole, entre guillemets, preuve à l'appui. Et qu'est-ce qu'elle en a tiré? Eh bien, son admiration pour ton courage d'avoir osé aborder la star, teintée d'une pointe de jalousie, ainsi qu'une cote de popularité au sommet. C'est désormais, selon ton ami, maintenant la fille qui connaît Orelsan. Et que ceux qui n'ont jamais menti pour se faire admirer te jettent le premier autographe, car il s'agit là de la troisième motivation au mensonge dit égoïste. Pas de quoi valoir une leçon de morale ni de mauvaise conscience. On pourrait néanmoins te conseiller de faire confiance à tes amis pour t'aimer tel que tu es sans en rajouter. Sans compter que ce mensonge a dû te coûter quelques sueurs froides au vu de ton tempérament réservé. En effet, selon Claudine Bilan, les personnes introverties se risquent moins à mentir que les autres. Elles pensent qu'elles se feront tout de suite démasquer parce qu'elles ont tendance à baisser la tête, à rougir, etc. Autant de signes que la plupart des gens attribuent à tort aux mythos, c'est-à-dire M-Y-T-H-O-S. Ces stéréotypes sont faux. Les bons menteurs ne tremblent pas et regardent les gens droit dans les yeux. Le mensonge est un art délicat qui se moque des apparences. Et je suis sûr que les juges qui président à la cour, par exemple, sont habitués de voir des vrais bons menteurs. Non, eux, ils sont capables de détecter assez vite. C'est pas toujours facile. Non. Autre exemple maintenant de mensonge, il y a ce qu'on appelle la presque vérité. Regardons par exemple le mensonge de Matessa, qui est âgée de 19 ans. Elle nous dit, cet été, sur un coup de tête, je suis partie en Belgique rejoindre un garçon que j'avais rencontré 10 jours plus tôt en vacances. Je ne voulais pas que ma mère me rabâche que j'étais inconsciente ou m'empêche d'y aller. Alors, je lui ai raconté que je passais quelques jours chez une copine en Bretagne. Alors, ça restait dans la famille, si on veut. Mais mentir pour éviter le conflit et la punition, c'est un grand classique. C'est ce que tu as testé avec ton escapade secrète et c'est ce que les Pinocchio en herbe expérimentent dès leur plus jeune âge. À 3 ans, ils savent déjà s'arranger avec la vérité et ne cessent de se perfectionner avec le temps. Dès qu'ils savent faire la différence entre le bien et le mal, les enfants commencent à mentir. Mais ils sont maladroits parce qu'ils ont peur des adultes et de la punition s'ils se font prendre, nous précise Mme Claudine Bilan.
Mais plus ils vieillissent, plus ils deviennent doués et savent faire preuve d'inventivité. Tu en es la preuve. Tu as sans doute puisé ton inspiration dans ton désir légitime de t'affranchir de l'autorité de tes parents. Il faut bien que les jeunes protègent leur jardin secret, déclare la psychologue Mme Bilan. Il existe une limite de taille à l'acceptation de la transgression, soit ce qu'on appelle le faux témoignage. C'est le mensonge le plus grave, dans la mesure où il entraîne la condamnation de quelqu'un. Dans ce cas, ce serait d'accuser un camarade de t'avoir encouragé à partir pour te couvrir, au risque de le voir écoper lui-même d'une punition sévère. Idem quand on ment pour nuire à quelqu'un en affirmant, par exemple, qu'il ou elle a triché à un examen. Le mensonge, ça passe. Le faux témoignage, on nous dit, ça casse. Autre exemple, le mensonge qui fait du bien. Le mensonge, par exemple, de Lou. Elle a 17 ans. Elle nous dit « Ma copine, qui n'avait pas bon moral après sa rupture, a décidé de changer de tête. Elle a choisi une coupe qu'on appelle la coupe mulet. Je lui ai dit que je trouvais ça fun et original, alors que c'était tout juste atroce. » Voilà un bel exemple d'amitié et de diplomatie. Face à la détresse de ta copine, tu as caché ta véritable opinion pour lui en servir une version très édulcorée. Pas question, en effet, pour toi de l'enfoncer alors qu'elle essayait de sortir la tête de l'eau trouble, des amours contrariés et du bac du coiffeur. L'amitié vaut bien un mensonge, as-tu estimé. Certains penseraient que tu t'es montré hypocrite. Ils auraient en partie tort. D'abord, parce que tu n'as pas totalement travesti la vérité. Après tout, la coupe mulet, que je ne connais pas en passant. Le nom ne dit rien. Moi non plus. Alors, c'est un choix audacieux. Ensuite, parce que tu as surtout voulu soutenir ton ami en pointant le côté positif de son choix. Tu n'as pas fait preuve d'hypocrisie, mais peut-être plutôt d'empathie. Alors, Yvan, je vais m'arrêter ici. Donc, nous sommes tous des menteurs. À ta question, sommes-nous tous des menteurs? Oui, d'une certaine façon. Merci beaucoup, Pierre. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de terminer cet épisode de Folie Douce, Pierre, on va te remercier d'abord pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé. La question, sommes-nous tous des menteurs? Effectivement, nous le sommes. Ça a l'air que oui. Ouais. Merci aussi pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Je remercie notre invité en début d'émission, Stéphane Vial. Il nous a parlé de mentalisme. C'était la première partie. Il va revenir bientôt pour une deuxième partie. C'était fort intéressant comme sujet. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Elle nous a apporté sa chronique « Le bonheur des uns fait-il le bonheur des autres ?» C'était donc Folie Douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.